followed by Senator Lafreda. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, professeur Fortin, parler que vous étiez ému à venir témoigner au Sénat. Je dois partager également mon émotion parce que j'ai eu le privilège de vous avoir comme professeur à l'université et de bénéficier de vos conseils tout au long de ma carrière et votre sagesse, et je vous en remercie. J'aurais deux questions, si le temps le permet. Donc, si vous pouvez prendre pas trop de temps pour la première question. En fait, depuis Jackson Hole, depuis la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, on a perçu un changement d'attitude des banques centrales. Certains disent même qu'ils ne veulent pas répéter l'erreur des années 70, donc vaut mieux resserrer peut-être un peu trop, quitte à baisser les taux par la suite et créer une récession, que de ne pas resserrer assez et de répéter l'expérience des années 70. Quelle est votre réaction à cela? Bien. Ma réaction est la suivante. Ça dépend de la capacité de nos gens, que ce soit les entreprises ou les travailleurs, d'absorber une hausse de taux d'intérêt. Parce que c'est évident que si vous voulez, par exemple, supposons que le taux d'inflation est de 8 vous voulez le descendre à 2 donc vous avez 6 points de pourcentage d'inflation à baisser. Techniquement, les résultats qu'on a en macroéconomie indiquent que pour baisser le taux d'inflation d'1 ça prend une augmentation de chômage de 2 points. Donc, par conséquent, si vous voulez faire passer le taux d'inflation de 8 à 2, ça exige donc une baisse de taux d'inflation de 6 ça exigerait une hausse du taux de chômage de 12 je ne suis pas certain. Évidemment, vous et moi, on n'aurait pas de problème de conserver notre emploi, mais il y a peut-être pas mal de gens à l'extérieur de nos maisons et de notre édifice qui seraient frappés. Et par conséquent, il faut absolument que les autorités prennent la décision de savoir est-ce qu'on va y aller avec 2 années de hausse de chômage de 3 ou 4 ou bien avec une année seulement à 8, 12, 10, 12 Oui, c'est vrai qu'il y a une tendance de la part des banquiers de Banque centrale de dire on va faire comme un diachylon qui est sur une plaie, on va l'enlever tout d'un coup, ça va faire mal beaucoup tout d'un coup, mais demain matin, on va en être libre. Le problème, c'est que la durée de l'impact de ce chômage élevé-là peut être relativement longue pour une personne qui a un revenu moyen et qui est susceptible de perdre son emploi. Et donc, il y a cette question-là qui doit être posée en réaction à votre question. Je m'excuse, j'ai été plus long que je pensais, mais votre question était bien plantée parce qu'évidemment, ce qui peut arriver de mieux à un professeur comme moi, c'est d'avoir des anciens étudiants qui font mieux que lui dans la vie. Y aller d'une seconde question. Donc, l'immigration est un sujet très sensible au Québec. Et vous avez mentionné que même dans le cas du Canada, que le 500 000 est quand même très élevé et que ça dépasse la capacité économique et sociale, je vous cite, capacité économique et sociale du Canada. Ma question est la suivante. Comment on mesure ça, la capacité économique et sociale au Canada? Puis comment on mesure ça au Québec? Et finalement, est-ce que dans le fond, le Québec a raison de cibler 50 000 immigrants, ce qui représenterait seulement 10 de l'immigration canadienne. Donc, à la limite, vous pourriez m'envoyer une réponse écrite, monsieur le professeur, monsieur Fortin, si jamais vous pensez que ça nécessite plus que 2 minutes. Oui. Je pourrais vous dire là-dessus que sur le plan économique, il n'y a pas de capacité économique. L'immigration peut facilement augmenter la capacité économique. Le problème sur le plan de l'économique, c'est de répondre à la question quel effet ça va avoir sur la pénurie de main-d'œuvre, sur le vieillissement, sur le revenu par habitant. Et la réponse de toute la littérature scientifique, quand on en fait la revue, c'est que cet effet-là est négligeable et faible. Ce n'est pas que la capacité économique ne peut pas augmenter, c'est juste que l'impact sur ces éléments-là est faible. Deuxièmement, en ce qui concerne la capacité sociale,
Je ne sais pas c'est quoi. Il y a un grand philosophe américain, Robert Pirsig, qui a écrit un livre sur Zen et l'art de l'entretien de la motocyclette, et où il pose la question, qu'est-ce que la qualité? Il dit, je ne sais pas c'est quoi la qualité, mais quand il n'y en a pas, je m'en rends compte. C'est la même chose pour la capacité d'accueil des immigrants. Je ne sais pas c'est où la capacité d'accueil, mais on a très bien vu aux États-Unis qui ont des problèmes là-dessus. On a très bien vu qu'en Suède, passer de 50 000 à 120 000 en l'espace de 2, 3 ans, ça crée une telle réaction de la part des gens qu'il y a danger de monter du racisme, de la xénophobie et qu'on soit obligé de ramener le niveau d'inflation en deçà de ce que vous et moi jugerions comme étant. En d'autres mots, il faut porter un jugement sur le risque qu'on prend en s'engageant dans une explosion migratoire et qui dépasserait la capacité d'accueil, évidemment.